Salut à tous, merci de nous rejoindre pour ce jeu. C'était podcast spécial Australian Open, sixième journée à Melbourne et début des troisième tours ce vendredi dans le bas de tableau chez les hommes et dans le haut de tableau chez les femmes. Et il est de retour parmi nous, à mon plus grand bonheur. Merci Philippe de Haas de nous accompagner pour ce podcast quotidien. Tu vas bien? Je vais bien, Christelle, merci beaucoup. Content d'être là. Alors, je viens d'assister encore jusqu'il y a quelques minutes, donc il est 1 heure du matin à Melbourne, comme hier, à un nouveau combat extraordinaire en 5-7, remporté par le Britannique Jack Draper, 15e mondial, demi-finaliste du dernier US Open, qui a eu toutes les peines du monde à venir à bout d'Alexander Vukic, Australien de 28 ans, 60e mondial, qui disputait son premier troisième tour en Grand Chelem. Victoire au forceps pour le favori des deux. Et c'est assez incroyable, hein, depuis le début de cette Australian Open, on assiste à beaucoup de combats en 5-7. Il y en a déjà eu 18 au premier tour, il y en a eu 6 au deuxième tour. Donc rien que pour le tour 1 et 2, ça fait 24 matchs extrêmement disputés. Et je voulais te questionner d'emblée par rapport à ça, parce qu'il y a une chose qui me frappe toujours. Dans le tableau féminin d'une première semaine en Grand Chelem, c'est quand même plus rare qu'il y ait des gros combats comme ça. On est sur des scores à sens unique, 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-2. Comment tu expliques qu'il y ait une telle disparité, une telle différence en termes d'adversité en Grand Chelem chez les filles et chez les hommes? Ben, comme tu le dis, l'adversité est plus importante chez les hommes. Je pense que c'est lié au fait aussi que il y a les qualités athlétiques sont très importantes dans les deux, hein, sport féminin, sport masculin, mais il y a beaucoup plus d'athlètes chez les hommes. Donc, pas mal comprendre ce que je veux dire, hein, mais il y a beaucoup de joueurs de tennis qui sont des athlètes confirmés, qui sont très très forts physiquement et qui peuvent compenser éventuellement certaines lacunes techniques. Mais donc ça veut dire que pour monter à ce niveau-là, je dirais dans le top 100, top 150, hein, quand on voit les surprises qu'il y a dans le tableau masculin avec des gars qui sont un peu pas très très bien classés, mais ça Mmh. reste des athlètes hors normes qui sont capables de frapper comme des mules dans la balle. Et donc, à partir du moment où on est très athlétique et qu'on a beaucoup de compétences tennistiques, même si le classement n'est pas incroyable, on peut aller titiller, menacer, voire battre, comme certains l'ont fait, les meilleurs joueurs du monde. Chez les filles, l'impact physique est très important aussi, mais on voit que dans le ranking, il y a le top, les 4-5 filles qu'on cite en permanence, ensuite le top 20, et puis après, il y a les filles qui voyagent entre 30 et 100, 30 et 110, et puis il y a les filles encore derrière qui ont quand même moins de compétences, qui sont moins fortes tennistiquement, qui ont un peu moins de talent de terrain. Chez les garçons, on voit que tous sont très 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 bons. Et pour monter chez les garçons, on ne peut pas avoir de faille, on ne peut pas avoir de défaillance, on ne peut pas avoir de points faibles. Dans le tennis féminin, on peut compenser avec un tennis un tout petit peu plus fastidieux, on peut compenser quand même avec d'autres choses pour quand même grappiller des places et monter au classement. Mais quelqu'un qui est aujourd'hui dans les 100, il est aussi fort physiquement que quelqu'un qui est dans les 10, probablement. Alors peut-être qu'au niveau mental, il y a des choses qui sont différentes, mais sur les qualités tennistiques intrinsèques, je prends juste le fait de je fais un coup droit, je fais un revers, je fais une volée, il y a finalement très très peu de différence. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Christelle. Oui, oui, tout à fait. J'essaye de et ça se joue aussi donc au physique, quoi, selon toi, oui, Alors, physiquement, on n'a pas les capacités d'être aussi fort que les hommes. il y a une différence physique aussi, mais quand tu vas voir un match de tennis et tu vas voir deux garçons s'affronter qui sont classés 150 mondial ou 200 mondial, tu vas voir deux garçons. Finalement, je vais prendre l'exemple du BWA Open. Les gens qui sont venus au BWA Open l'année passée, tu as vu du Ouais. tennis, c'est du tennis de très très haut niveau et on est dans un 125, la première catégorie des tournois ATP. Mais tu vois jouer les gars, tu dis waouh, c'est quand même Mmh. très impressionnant. Tu peux ne pas avoir cette impression de waouh chez des filles qui sont classées 200, 250, parce que tu dis tiens, c'est un tout petit peu moins impressionnant. Et c'est du physique, oui, bien sûr. C'est des qualités techniques, certainement aussi. Mais disons, c'est pour répondre à ta question, Ouais. l'adversité est plus importante chez les garçons. Beaucoup plus de garçons jouent bien. 300, 400 gars sont extrêmement forts. Et chez les filles, il y en a peut-être une grosse centaine qui sont très très fortes. Et puis après, c'est quand même moins fort, quoi. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Et je ne sais pas si tu as vu ce match complètement fou hier qui m'a tenu jusqu'à 5 heures de l'après-midi ici en Belgique. Il était 3 heures du matin à Melbourne entre Daniil Medvedev et Lerner Tin, donc ce jeune Californien de 19 ans. Il m'a laissé sans voix. Il a été d'une audace, d'un courage incroyable pour venir à bout du numéro 5 mondial, triple finaliste à Melbourne. Et Daniil Medvedev, le voilà lui aussi emporté par la fougue de la jeune génération au même titre qu'Andrei Rublev, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. J'ai lu cette stat super intéressante à retrouver sur le compte Twitter de Jeux 7 et Maths. Jamais depuis Roland Garros 1990, 3 gamins de moins de 20 ans avaient réussi à éliminer 3 membres du top 10 dans un même tournoi. Donc Leonard Tin, Joao Fonseca, Jakub Mensik et Alex Michelsen. La nouvelle génération fait vraiment des dégâts en ce début d'année. Oui, mais ça nous montre aussi la réalité et l'évolution du jeu aussi, c'est que le top 10 ou peut-être le top 5 n'est plus aussi fort qu'avant. Ce qui Federer, Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic, ils trustaient tous les titres sur les 20 dernières années parce qu'ils étaient au-dessus de tous les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Medvedev qui est 5 au monde, c'est pas Andy Murray qui était 4 au monde. Je veux dire, la différence est fondamentalement là, et il faut être conscient de ça. Et les jeunes là, les ados là qui cartonnent, ils le savent. Aujourd'hui, qui fait vraiment peur chez les hommes? Bien sûr, Djokovic, quoique. Sinner Alcaraz, Sinner Alcaraz, oui, bien sûr, ils font très très peur, mais ils ne sont pas aussi encore aujourd'hui, je veux dire, charismatiques, impressionnants et que l'étaient les 3-4 que je viens de citer. Donc ça, alors pas encore, oui, on verra s'ils sont capables de gagner 15-20 titres du Grand Chelem, ça veut dire d'en faire au moins 2 par an, hein, pendant plusieurs années. On verra s'ils sont capables de faire ça. Mais le niveau est moins fort au-dessus. Ça reste très fort, on s'entend bien. Mais quand même, il y aura toujours beaucoup plus de surprises aujourd'hui. Ouais, chez les hommes. Chez les hommes. Et dans les matchs très attendus aujourd'hui, il y avait l'affrontement entre Novak Djokovic, déjà vainqueur 10 fois de cet Open d'Australie, et Thomas Marach, l'homme au short plus court que celui de Jean-Mi. Après avoir sorti 2 joueurs classés en dehors du top 100, Djokovic se retrouvait là face à son premier gros test, face au Tchèque de 25e mondial. Et le Serbe a livré sa meilleure prestation depuis le début du tournoi pour s'imposer en 3-7, 6-1, 6-4, 6-4. Alors, on s'attendait à un combat plus serré entre les deux hommes, mais Thomas Marach a été assez décevant. Il a commis 35 fautes directes contre 20 pour Djoko, qui a servi le plomb tout au long de la rencontre. 44% de ses services n'ont pas pu être retournés par le Tchèque. Donc, Djoko a serré le jeu dans les moments importants. Il a déclaré dans son interview d'après-match qu'il était étonné du résultat. Il estimait que quelques points clés auraient pu faire basculer la rencontre à tout moment. Moi, je trouve que le Tchèque n'a jamais réussi à tirer profit de ses qualités exceptionnelles de déplacement. Il a une intelligence de jeu habituellement, un pouvoir d'accélération. Il a jamais vraiment eu l'occasion de faire entendre sa voix. Et c'est dommage parce qu'il avait battu 4 top 10 la saison dernière. Et donc, c'est pour ça aussi que j'y croyais quand on s'est eu il y a 2 jours. Mais aussi, la question à se poser, c'est est-ce qu'il a récupéré de son match du deuxième tour face à Reilly Opelka? Il avait quand même dû batailler 5-7 pour venir à bout du géant américain. Et puis, il n'a pas une grande expérience non plus, Marach, en Grand Chelem. Donc, ça s'est peut-être joué à ça aussi. Oui, alors tu énumères toutes les spécificités de Marach, mais en face, il y a Djokovic quand même, tu vois, et on en parlait aussi en début de quinzaine, dimanche. Est-ce que Djokovic est encore favori? Ben oui, au fur et à mesure qu'on avance dans le tournoi, bien sûr qu'il l'est. Il est de plus en plus fort, de plus en plus en confiance, il trouve ses marques. Et sur ce format-là, au meilleur des 5-7, ça reste un adversaire redoutable. Donc, Djokovic, l'autre, peut-être qu'il a été moins bon cette fois-ci, mais de nouveau, qu'est-ce que fait Djokovic? Il n'est jamais moins bon. Dans les grands chelems, il a jamais on n'a jamais entendu à l'interview du gars, aujourd'hui, je me suis complètement trouvé, waouh, trou d'air énorme là entre le deuxième et le cinquième. Non, lui fait pas ça. Donc, non, quand même, ça lui arrive. Hein. Oui, ça lui arrive, mais, ok, mais il trouve quand même toujours le chemin, tu vois. Donc, il peut gagner 7-6-4 ou 7-5 au troisième,
mais c'est quand même 10 fois, il n'a jamais perdu une finale, il a quand même Ouais. gagné 10 fois, c'est que donc à un moment donné, il arrive à trouver son Ouais. chemin. Et pour l'instant, les autres, et notamment son adversaire du jour, bien voilà, mauvaise journée probablement, une plus mauvaise journée, impactée par ce qui s'est passé précédemment, blablabla, comme j'aime bien dire, eh ben, tu prends 3 petits sets et ciao, quoi. Ah oui, oui, c'est fou et c'est ce que Nadal disait souvent, hein: «Si on veut être un champion de tennis, on doit pouvoir jouer même quand on est moins bien, Oui. même quand on joue mal, on doit Ben, pouvoir c'est gagner». une des phrases de Gilles Simon, maintenant, qui est dans le team de Medvedev, de Daniil Medvedev, qui a longtemps, qui est longtemps resté plus ou moins à 150, 200, etc. Et puis soudainement, il est monté, il a une carrière magnifique, je crois qu'il était top 10. Et je me souviens d'avoir lu cette phrase dans un magazine, il a dit: j'ai commencé à progresser quand j'ai compris quand j'ai compris qu'il fallait que je passe à travers mes mauvais jours. Et Ouais, aujourd'hui, un joueur de tennis, enfin, les jeunes joueurs de tennis, quand ils ont un mauvais jour, c'est quoi? C'est je suis fatigué de mon match d'avant ou je suis fatigué, je suis un peu blessé, je sens pas bien la balle, le contexte du match ne me convient pas, les circonstances fait que voilà, la liste d'excuses. Ah, boum, je plonge dans ma liste d'excuses et je perds 6-4, 6-4, mais c'était quand même pas une bonne journée. Oui, mais les Nadal, les Federer, les Djokovic, les Murray, combien de mauvaises journées ils ont eues et combien de fois ils sont passés à travers. C'est ce qui fait qu'ils étaient absolument injouables. Et je me demande si Sinner va pouvoir arriver à faire ça tout le temps et en permanence. Et alors, on pourra parler de quelqu'un qui va écrire l'histoire et aussi Alcaraz. Et Alcaraz, ouais, on le voit, il ne le fait pas encore. Et on le voit non, d'ailleurs même régulièrement avoir ces petits moments de moins bien. ouais, Comme à on va y l'US revenir. Open, par exemple, cette année, l'année passée. Ouais, on va y revenir tout de suite sur, Carlos Alcaraz, mais Novak Djokovic, il faut savoir aussi qu'il a appelé le médecin dans le 2e set. Il semblait avoir du mal à reprendre son souffle au terme des échanges un peu plus longs. On l'a vu même avec un puff et prendre des médicaments. Après, ça allait beaucoup mieux. Il a joué très libéré dans le 3e. On va voir s'il va continuer à monter en puissance au fil du tournoi. Et accroche-toi bien pour la stat du jour. C'est la 17e fois que le Serbe atteint la 2e semaine à l'Open d'Australie. Et donc, il va jouer son 432e match en Grand Chelem. Il le disputera face à un autre Tchèque, Jiří Lehečka, qui a balayé Benjamin Bonzi en 3-7, 6-2, 6-3, 6-3. La marche était trop haute pour le Français, qui avait hérité d'un tableau favorable après le retrait de Dimitrov au premier tour. Voilà ce qu'attend Novak Djokovic. Alors, le 3e Tchèque qui était au 3e tour de cet Open d'Australie, Jakub Mensik, il était un tout petit point de faire entrer son pays dans l'histoire, parce que jamais dans l'Air Open, 3 Tchèques ne s'étaient retrouvés au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Mais le jeune homme de 19 ans a tremblé sur sa balle de match face à Alejandro Davidovich Fokina et il s'est finalement incliné en 5-7 après avoir remporté les 2 premiers. Énorme performance de l'Espagnol qui était déjà revenu après avoir été mené 2-7-1 au tour précédent face à Félix Auger-Aliassime. Il devient d'ailleurs le premier joueur à réussir l'exploit de revenir d'un handicap de 2-7-0 2 fois consécutivement à l'Australian Open. Il est bien de retour, Davidovich Fokina. Il rejoint au 4e tour Tommy Paul, qui n'a pas traîné pour s'imposer face à Roberto Carballés Baena, 7-6, 6-2, 6-0. Alors, le duel franco-français entre Arthur Fils et Hugo Humbert a malheureusement été interrompu après un bras de fer de 2h43. Alors qu'il était mené 2-7-1 et un break, Arthur Fils a abandonné. Visiblement, il est touché au pied gauche. Donc, dommage, cette fin de match. C'est Hugo Humbert qui se qualifie. Et pour le premier 8e de finale à Melbourne dans sa carrière, le numéro 1 français aura fort à faire. Il va affronter Alexander Zverev. Donc, un remake de la finale du Masters de Paris, remporté sèchement par Sacha Zverev, 6-2, 6-2. Alors, ok, c'est une toute autre surface, mais espérons pour lui qu'il soit à 100%, Hugo Humbert, parce que lui aussi a fait appel au kiné pendant le match pour se faire masser à l'épaule droite. Il a aussi un petit peu de pépins physiques. Et quant à Zverev, mais lui continue à dérouler dans ce début de tournoi. Il a éliminé le Britannique Jacob Fernley en 3 petits sets, 6-3, 6-4, 6-4. Il n'a pas encore perdu un set, le numéro 2 mondial, et il n'a pas encore été réellement testé non plus durant cette première semaine. Tu penses que Hugo Humbert peut être un test pour lui? Oui, oui. Mais bon, regarde les stats que tu viens de donner, regarde le match la dernière fois qu'ils se sont joués. Les Ouais. voyants sont plutôt ouverts pour Zverev, mais il a le tennis, Humbert, pour bien sûr s'en sortir. La tâche va être compliquée. Ouais. Oui, il part pas favori, on va pas se mentir, hein. C'est un joueur qui attaque pas mal, Hugo Humbert, par rapport au bon jeu défensif de Zverev.
C'est ça qu'il va devoir essayer de faire? Oui, hein, parce que Zverev, on sait qu'il aime jouer l'échange, qu'il est très patient, il rate pas. Il est tellement solide des deux côtés. Bah, c'est le Mmh. numéro 2 mondial, quoi. Je veux dire, il a pas de lacune, Zverev. Ouais. Ici, on en parlait un peu aussi en début de semaine. S'il arrive en plus à venir un peu quand même vers l'avant, être un peu plus offensif, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il sert bien aussi, Ouais. Zverev. C'est pas... En fait, tu vois, il n'y a pas vraiment de faille, quoi. Il défend bien, il sert bien, il retourne bien, prend de la place. Il est calme mentalement, il est vraiment de plus en plus solide. Là où il y a encore un an ou deux, on pouvait le voir un tout petit peu. Mais aujourd'hui, non. Mmh. Je trouve que c'est là où il a fait le plus d'efforts pour moi. Donc c'est un adversaire coriace pour le Français, oui. Et 2 autres Français seront sur les cours demain, hein. Corentin Moutet face à Lerner Tin, dont on parlait, plus tôt, et Gaël Monfils, qui doit affronter le numéro 4 mondial Taylor Fritz. Quelle chance tu lui donnes, à Monfils face à Fritz? Quelle chance tu donnais à mon fils face à... Alors c'est pas la même chose, à Mpetshi Pericard, mais mon Ouais, fils, contre les attaquants, il est très très bon. Parce que il défend, il tire les passings. Alors, Fritz, il sert bien, mais Gaël, mon fils, il retourne extrêmement bien. Et il va le faire travailler comme un fou furieux, quoi. Donc, avec le capital confiance qu'il a, victoire à Auckland, il est ici au 3e tour, il n'a pas perdu un match depuis le début de l'année. Tu te dis, tout est possible, quoi. Et il y ouais, va, il est sur sa fin de carrière, il n'a plus rien à prouver. Il y a vraiment la notion de plaisir qui est là, qui l'accompagne. Sa motivation, c'est, voilà, c'est sa fille, comme il le dit lui-même. ouais. C'est sain, c'est beau. Il n'y a que de la passion, il n'y a que de l'amour. Bref, tout est possible, franchement. Oui, bien sûr qu'il peut le battre. Bien sûr qu'il peut le battre. Faudra que ça tienne physiquement, à 38 ans, il y a rien à faire, Il faudra que ça tienne physiquement, voilà. Mais Mmh. maintenant, il est tellement, je le trouve tellement serein, tellement apaisé, Mmh. épanoui. Et le talent du gars est juste dingue. Donc, honnêtement, tout est possible avec un Gaël Monfils. Tout est possible. Oui, et puis je dis physiquement, il va falloir qu'il tienne, mais c'est Mpetshi Pericard qui disait en conférence de presse Il est là, qu'il hein. n'avait vraiment pas l'impression d'être face à un mec de presque Non, 40 ans. Il avait l'impression non. qu'il en avait 20, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, c'est Ouais. un athlète hors norme, hein. Mmh. Bah, il a construit son jeu sur ses qualités physiques, Gaël Monfils, hein. Ouais. On va revenir quand même, brièvement sur Carlos Alcaraz, hein, qui est en quête du dernier majeur qui manque encore à son palmarès. Il a perdu son premier set du tournoi face à Nuno Borges, 33e mondial. Le score 6-2, 6-4, 6-7, 6-4. Il a très bien joué au début et puis à partir du milieu du deuxième set, il a été moins dominateur, il a pris beaucoup de risques, Carlos Alcaraz, et de temps en temps, ça peut faire des dégâts, mais il s'en est sorti et comme d'habitude, en amusant le public avec des coups absolument incroyables. À l'interview, il a déclaré qu'il avait commis trop d'erreurs dans certaines parties du match et qu'il avait beaucoup de points à améliorer selon lui. Il a dit à un moment donné, j'ai perdu mes sensations tennistiques. Perdre ses sensations tennistiques, il est coutumier du fait, hein, Alcaraz, des décrochages mentaux comme ça. Mais c'est intéressant, c'est ce qu'on disait sur le fait de passer à travers ses mauvais jours. Ouais. Donc, il perd ses sensations, mais il gagne le match. Donc, il y a un petit trou d'air. Donc, il fait la différence rien que sur son talent tennistique. Mm. Maintenant, s'il fait ça contre Zverev ou Sinner, Ouais. est-ce qu'il va s'en sortir? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Mais oui, voilà, c'est un bon exemple de. C'est pas un bon jour, je fais des fautes, je sens pas la balle, mais je m'en sors et je gagne 6-4 au 4e et c'est moi qui joue le prochain match. Et son prochain match, ce sera face à Jack Draper, un Oui, tout jeune, aussi. Enfin, ils sont plus ou moins de la même génération, hein, donc voilà, beau combat en perspective. Alors, on va se tourner maintenant vers le tableau féminin, Phil, si tu veux bien. La double tenante du titre sera bien au rendez-vous de la seconde semaine de cet Open d'Australie. Aryna Sabalenka a connu son premier vrai test lors de ce troisième tour face à la Danoise Clara Tauson, 21 ans, 42e à la WTA. Elle l'a remporté en 2-7, 7-6, 6-4, mais Clara Tauson l'a vraiment poussée dans ses limites, comme le disait d'ailleurs Sabalenka sur le court dans son interview d'après-match. Clara Tauson a en effet mené 5-3 dans la première manche avant de voir la Biélorusse revenir et arracher le tie-break.
Alors, Clara Towson, elle a joué un match de tennis incroyable. Elle arrivait à Melbourne avec un titre dans sa valise, celui qu'elle a gagné à Auckland face à Naomi Osaka qui avait déclaré forfait. Mais on en parlait il y a 2 jours. On voit que Sabalenka tente plus de choses aujourd'hui sur le court. Elle pratique un tennis moins unidimensionnel, à frapper dans tous les sens. Elle tente plus de varier, elle slice, elle monte au filet et forcément, quand on fait plus d'autres choix tactiques, eh bien, on commet un peu plus de fautes. Et elle a aussi dû composer avec un service capricieux tout au long de la rencontre. 60% de première balle seulement. Elle a été breakée 5 fois, rien que dans le premier set. Donc finalement, elle s'en sort bien, Aryna Sabalenka. Elle n'a pas concédé le moindre set pour l'instant à Melbourne. Pour son 5e, 8e de finale consécutif aux antipodes, elle retrouvera au tour suivant Mira Andreeva. Gros duel en perspective. Oui. Avec Clara Towson, ça reste un tour difficile. Euh, Ancienne numéro 1 mondial junior, des qualités énormes de frappe, probablement celle qui frappe le mieux la balle, qui sert presque aussi bien que Sabalenka, qui bouge pas très bien, ça c'est son gros défaut, qui mentalement aussi peut avoir d'énormes trous d'air, mais pas contre les meilleurs joueurs du monde, parce que c'est des beaux challenges. Oui. Et donc, quand elle fait parler le talent pur, voilà, elle est capable de faire ça. Moi, je me souviens d'avoir joué contre Iga Swiatek aux États-Unis l'année passée. Iga Swiatek avait vraiment dû se battre comme une dingue pour s'en sortir. C'est une super joueuse de tennis, Clara Towson. Elle a évidemment le potentiel pour être bien plus haut, certainement dans les 20, voire plus, mais elle est un peu paresseuse, pas toujours très courageuse, surtout, de nouveau, ça va être le thème du jour, hein, Christelle, dans les mauvais jours. Elle a souvent des mauvais jours, mais quand elle a envie et qu'elle est motivée, c'est absolument pas étonnant de l'avoir inquiétée la numéro 1 mondiale. Elle aurait besoin d'un bon coach mental, Phil. Postule. Oui, mais tu n'as pas toujours la place pour travailler non plus, hein, tu vois. Moi, je sais, voilà, tu le sais, on en parle souvent, c'est une approche qui m'intéresse beaucoup mais maintenant, tu as des joueuses qui sont pas toujours très disponibles à ce type d'approche, donc. Ah bon? Oui, non. Même quand tu sais que le tennis, c'est 70% mentalement. C'est important d'avoir des bonnes attitudes, c'est important de gérer ses émotions, c'est important de pouvoir gérer le stress, etc., etc. Mais c'est aussi important d'avoir un bon QI tennis, une bonne intelligence tennistique. Et donc, tu dois aussi travailler sur cette approche-là. C'est-à-dire, gagner un match de tennis, c'est remettre la balle une fois de plus que l'adversaire dans le terrain, pour faire simple. Si l'autre ne rate pas, c'est de trouver les moyens tactiques pour essayer de t'en sortir. Donc, tu peux avoir des très bonnes attitudes et avoir un bon comportement, mais si tu ne gagnes pas le match, tu ne peux pas sortir du terrain en disant « Oh, mais j'ai une bonne attitude, je me suis accroché jusqu'au bout ». Tu perds 6-4 au troisième. Oui, mais peut-être que si tu étais monté 3 fois ou inversement, si tu étais resté plus patient, importe peu. Peut-être que tu t'en serais sorti. Alors oui, c'est bien, tu as une belle attitude, mais au final, tu es dans la douche et dans l'avion demain. Donc, c'est un développement harmonieux qui est important et certains joueurs ou certaines joueuses ont quand même des préférences dans l'approche. Oui, mais après, du QI tennistique dont tu parles, je ne suis pas sûre que tout le monde en est doté. Ah non, mais comme tout le monde, importe peu la discipline, importe peu le niveau, on peut tous évoluer, on peut tous grandir, on peut tous progresser. Donc, ce qui est important, c'est... Pas au niveau du QI ici. Si, absolument. Mais bien sûr, dans la compréhension du jeu, et ça va être le challenge, c'est le challenge du coach, c'est de faire comprendre aux joueurs, d'essayer de faire ressentir, et tu peux le faire en utilisant la vidéo, bien sûr pendant les matchs, en mettant en place des choses que le joueur n'aime pas trop. Hein, donc, je dis n'importe quoi, tu es trop passif, tu ne fais que ramener la balle, et quand tu joues des gars qui font la même chose que toi, tu dois monter à la volée. Donc, sur le match ici, tu vas monter 20 fois à la volée. Et puis, les stats montrent, tu as monté 20 fois, tu as gagné 15 fois le point. Ah, c'est intéressant. Ah, peut-être que je pourrais monter plus. Et tu construis comme ça et tu fais prendre conscience par les statistiques, par les résultats, même si ce n'est pas des victoires, qu'il est possible d'évoluer. Mais tu ne peux pas monter à ce niveau-là sans avoir une base de QI tennistique. Alors, tu me diras, oui, mais Sabalenka, c'est quoi le QI tennistique de Sabalenka ? Probablement pas très élevée, mais elle compense avec une force physique et une force de frappe qui fait que, en fait, elle passe au-dessus de cette obligation d'être intelligente tennistiquement parce qu'elle frappe tellement fort que tu sais rien faire. Je reprends un autre exemple, Mpetshi Perika qui sert des deuxièmes à 230. Qu'est-ce que tu vas aller avoir une intelligence tennistique sur le retour
alors que tu dois juste essayer de pas te faire assassiner. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses, et c'est ça où le sport est magnifique, c'est que tu as tellement de portes, tellement de portes d'entrée, tellement d'approches différentes possibles, que ce sport est absolument magnifique. Sabalenka, elle commence à avoir un QI tennistique quand même Oui, intéressant, hein. oui, 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 tout à Je fait. la défends. Mais moi aussi, je suis le premier à le dire, hein. Je Mmh. dis bravo par rapport à ça, aux adaptations, etc. Parce qu'elle se dit aussi, voilà, si je veux gagner les 4 grands chelems, parce que c'est Ouais. ça son ambition, il va falloir peut-être que je propose autre chose que envoyer des cartouches sur les lignes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ouais, alors une autre qui envoie des cartouches, c'est Mira Andreeva, la Russe de 17 ans qui a été un peu bousculée dans ce troisième tour face à la Polonaise Magdalena Frech. Après avoir remporté facilement la première manche 6-2, elle a pris un sévère 6-1 avant d'infliger un nouveau 6-2 à son adversaire. Donc c'était un match très décousu celui-là. Alors Mhm. la mauvaise nouvelle de la journée, elle est venue en provenance de la John Cain Arena où Naomi Osaka a été contrainte à l'abandon face à Belinda Bencic. La Suissesse avait gagné le premier set au tie-break. Et après ses victoires sur Caroline Garcia et Carolina Mukova, Naomi Osaka était pourtant très bien rentrée dans la rencontre, servant même pour le gain du premier set à 5-3. Mais sa blessure aux abdominaux, contractée en finale à Auckland il y a une dizaine de jours, s'est malheureusement réveillée, offrant sur un plateau la qualification pour les huitièmes de finale à Belinda Bencic. Et c'est une habituée des deuxièmes semaines en Grand Chelem, la Suissesse. Avant qu'elle ne donne naissance à son premier enfant l'an dernier, eh bien, elle s'était qualifiée pour les huitièmes de finale dans 3 des 4 grands chelems, à l'Australian Open, à l'US et à Wimbledon. Oui, Donc, tu m'avais posé la question, est-ce que c'était possible pour Bencic de gagner? Je t'avais répondu évidemment oui. Les stats le montrent. Ici, elle est bien aidée par la blessure, malheureusement pour Osaka, parce qu'on la sentait quand même avec ce qu'elle avait proposé contre Mukova. On s'était dit, waouh, ça va être chouette de l'avoir continué. ouais. Malheureusement, ça s'est pas mis là. Mais moi, je suis terriblement content pour Belinda Bencic parce que j'adore la fille, elle est vraiment chouette. Et que c'est de revenir aussi vite après avoir eu un petit bébé, c'est fantastique. Donc, Ouais. elle doit vivre une quinzaine absolument exceptionnelle. Ouais, alors ça va être chaud au prochain tour, hein. Elle affronte Coco Gauff pour une place en quart de finale. Coco Gauff qui poursuit sa route tranquillement, toujours sans avoir perdu un set. Elle a éliminé Leila Fernandez en 2 petites manches, 6-4, 6-2. Là, tu donneras aussi une chance à Bencic ou moins? Oui, je donnerai toujours une chance à Bencic, absolument toujours. Bien sûr, ça va être compliqué parce que Coco Gauff, ce sera probablement elle ou Sabalenka qui gagnera le titre. Mais voilà, quand tu vois les stats, la fille a déjà été top 10 mondiale, elle a des magnifiques victoires, championne olympique. Donc elle est tout à fait capable de gérer les événements, de battre les meilleurs, les top séries dans les grosses compétitions. Là, contre Gauff, elles se sont jouées 2 fois, c'est un partout. Mmh. La première fois que Belinda l'a battue, c'était à Adélaïde il y a 3-4 ans, donc c'est pas tout à fait récent. Ensuite, elle perd à Washington. Donc c'est 1-1 et tout est possible. Et pour Coco Gauff, le match va être compliqué quand même aussi parce que c'est un peu un match qu'elle est obligée de gagner finalement. Mmh. Là où l'autre va arriver, sa semaine est faite, enfin sa quinzaine est faite. Il ne pense pas comme ça, mais jamais je pense qu'en commençant le tournoi, si on lui avait demandé Belinda, tu te vois où? Elle reprend. Elle aurait probablement espéré passer un ou deux tours. Elle joue pour une place en quart de finale du premier Grand Chelem de l'année. Donc c'est irréel ce qu'elle est en train de faire, Belinda Bencic. Ouais. Donc voilà, avec cette adrénaline, cette motivation, tout est possible. Ouais. Et alors, dans les autres rencontres du jour, on va noter la victoire d'Anastasia Pavlyuchenkova, 32e mondiale, qui a mis un terme au parcours de la vétérante allemande, hein, Laura Siegemund, tombeuse surprise de la chinoise Qin Wenzheng au tour précédent. Siegemund, dont tu nous avais gentiment dressé le portrait dans notre premier podcast de la quinzaine. On notera aussi la superbe performance de Donna Vekic, qui est venue à bout de Diana Schneider, 13e mondiale, dont je faisais une de mes favorites. Vekic était pourtant mené 5-3 dans le troisième set avant de retourner la physionomie du match et de s'imposer 7-5 dans le troisième. Grosse bataille, 7-6, 6-7, 7-5. Donna Vekic va donc en deuxième semaine. Elle qui avait disputé son premier tableau final à l'Open d'Australie en 2013, il y a 12 ans. En fait, elle était déjà dans le top 100 très jeune, Donna Vekic, à 16 Oui, ans seulement. ouais, super talent, Vekic depuis toujours. Et puis elle a eu de nouveau, elle a décroché psychologiquement, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Elle a pris beaucoup de poids, elle a décroché. Je pense à un burn-out à un moment donné.
Et puis là maintenant, elle revient. Donc c'est vraiment sa deuxième carrière finalement, Mm. mais un niveau fabuleux. Vekic, toujours difficile à jouer. Pas une surprise de la voir là, pas une surprise de la voir aller plus loin encore. Non, elle fait partie des meilleurs. Ouais, et Donna Vekic qui affrontera donc Pavlyuchenkova au prochain tour. Là aussi, il y a un vrai coup à jouer pour atteindre les quarts de finale. Notez aussi que Paola Badoza est sortie vainqueur d'un gros combat face à Marta Kostiuk, victoire en 3-7, en plus de 2h30, 6-4, 4-6, 6-3. L'Espagnole a expliqué avoir été fort gênée par le vent aujourd'hui pendant tout le match. Elle qui adore servir fort, elle dit quand c'est venteux, il n'y a pas de longs échanges. Or, c'est ce que j'aime, il faut frapper plus fort. Donc, je devais prendre l'initiative, ce que j'ai fait dans le troisième set. Le niveau n'était pas au top, j'étais très nerveuse, mais j'ai gagné ce match uniquement au mental. Belle victoire là pour Paola Badoza. On a vu Tsitsipas d'ailleurs dans les tribunes qui essayait de la calmer à certains moments parce qu'elle était un peu nerveuse, comme elle le dit sur ce match. Et puis, c'est vrai qu'aussi, elle avait gagné ses 2 premiers matchs avec le toit couvert, Paola Badoza. Donc, elle s'est retrouvée dans de toutes autres conditions, mais elle a géré. Elle est en deuxième semaine et elle jouera face à Olga Danilovic. Alors, cette jeune femme, j'aimerais que tu nous la présentes un peu, cette joueuse serbe qui a sorti Jessica Pegula, 6e mondiale. Ça s'est terminé il y a à peine 2 heures en night session. Exploit face à la finaliste de l'US Open. C'est la plus belle victoire de la carrière de Danilovic. C'est la deuxième fois qu'elle bat une joueuse du top 10 dans sa carrière et c'est la deuxième fois qu'elle va en deuxième semaine en Grand Chelem. Elle avait fait un 4e tour à Roland-Garros l'an dernier, mais c'est un résultat assez étonnant quand même de sortir Pegula en Grand Chelem. Alors, Danilovic, oui, je la connais parce que c'était l'espoir du tennis serbe. Alors, pour la petite histoire, on dit toujours que la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, mais le papa était un joueur de NBA au basket, donc elle était élevée dans cette culture du sport. C'est ça Et qu'elle était grande. oui, 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 le papa fait plus de 2 mètres. Et Danilovic, elle est sur le circuit professionnel depuis 2016, plus ou moins, donc elle est arrivée très très jeune. Et à 17 ans, elle était presque dans le top 100. Ah Donc oui. c'était un énorme espoir. Et puis ça a été plus compliqué que prévu pour des raisons diverses et variées que je ne connais pas. Et donc ça fait quelques années qu'elle stagne entre la 100e et la 250e place, jusqu'à il y a 2 ans, où enfin elle est rentrée dans le top 100. Et là maintenant, à 23 ans, tu vois qu'elle a acquis cette maturité nécessaire, elle a fait ses maladies en quelque sorte, elle est passée par des années très compliquées. Maintenant, elle s'est stabilisée. Alors, ça reste toujours un peu compliqué. Je ne sais pas si tu l'as vu jouer, mais ça reste une fille qui a un caractère et elle a vraiment du sang, comme on dit. Donc, ça reste Oui, une énorme personnalité. Et ouais, c'est ce ouais. qui lui a joué beaucoup, beaucoup de tours, malheureusement, et qui l'a empêché aussi de progresser rapidement. Mais elle n'a que 23 ans. Elle doit être maintenant 50 ou 60e mondiale. Elle fait une performance fabuleuse, pas étonnante tennistiquement. Gauchère, grande, de nouveau, un vrai tennis moderne, de la maturité, un peu plus de calme, un peu plus de sagesse, un peu plus de sérénité. Et enfin, elle arrive à exprimer son énorme potentiel. Retenez le nom, elle va en gagner beaucoup des matchs, Danilovic, parce que c'est un talent phénoménal. Et c'est marrant parce que dans les coulisses le Rod Laver Arena, où le terrain sur lequel elles étaient en train de jouer, il y avait Novak Djokovic qui suivait son match et qui a levé les bras au ciel quand elle a gagné. Donc, Fabuleux, hein? un Ah vrai oui, c'est soutien fabuleux. là, Non, mais patriotique. qu'est-ce que c'est pour cette jeune fille, enfin pour tous les Ouais, joueurs et serbes, d'avoir Novak Djokovic qui, alors Dieu sait, tout le monde sait à quel point il est patriotique, comme faire sa médaille olympique. Je pense que c'est le ouais, plus beau titre. Mais donc pour ces ouais. joueurs-là, savoir d'avoir le soutien de Djokovic, c'est fabuleux, hein. Ouais. Oui, tu parlais de sa progression, mais l'année passée, à la même époque, Ouais, elle oui, était sortie au deuxième tour qualif à ouais, Melbourne. Puis là, ouais. maintenant, la voilà en huitième de finale. Et donc, Danilovic, je le rappelle, elle jouera contre Paola Badoza au prochain tour, où elle ne sera pas favorite. Et donc, un bon coup à jouer pour Ouais. la Serbe. Alors, je terminerai ce podcast, Phil, en vous disant que Joran Vliegen a perdu en double messieurs, associé à l'Australien Ebden. Ils ont perdu contre la paire Krajicek-Ram. Il reste encore donc juste Sander Gille, qui est associé à Zielinski, le Polonais, en double messieurs, et puis en double dame, Elise Mertens, associée à l'Australienne Hélène Perez. Et tous les deux joueront demain. Donc on a encore quelques petits espoirs belges dans cet Open d'Australie.
Nathalie. Est-ce que j'ai été complète ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu es, comme à chaque fois, complète, précise, Allez. professionnelle, impressionnante, charismatique, Oh là là! drôle, jolie. Arrête, arrête, arrête là, Oui, je tu vais, rougis. blusher. Oui, Ok. je rougis. Ok. Bon, eh beh, écoute, alors il ne me reste plus qu'à te saluer et nos fidèles auditeurs qui À sont de plus demain. en plus fidèles d'ailleurs. Chouette. Et ils sont de plus en plus fidèles sur les plateformes et sur YouTube. Je les remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ce serait cool qu'on passe le cap des 2000 followers avant la fin de ce tournoi. Donc, venez nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Voilà, il y a toujours du chouette contenu à vous proposer là-bas. Et Philippe, je te remercie infiniment et je te donne rendez-vous demain. À demain. Ciao, ciao.